Bonjour Maurice Lévy, merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les enfants de la République, eh bien justement, qu'est-ce que représente la République pour vous? C'est quoi la République pour Maurice Lévy? Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une émission que j'ai écoutée un certain nombre de fois et que je trouve de très grande En tout cas, qualité. c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, la République, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est d'abord et avant tout un idéal. C'est aussi un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire que pour moi, dans mon enfance, quand on parlait de la France à table, et c'était une espèce de Graal. C'était l'endroit où il y a eu la Révolution française, les droits de l'homme. Il y avait une image absolument magnifique sur ce que la République représentait, ce que la France représentait. Et c'était, bien sûr, on ne savait pas ce qui s'était passé pendant la guerre, on ne savait pas trop à cet âge-là. C'était juste après la guerre, on ne savait pas très bien comment les choses s'étaient passées, mais il restait une espèce d'idéal. Et encore aujourd'hui, pour moi, la République, c'est un corpus de valeurs essentiel. Alors justement, cette République et ses valeurs, Maurice Lévy, vous les incarnez pleinement et pourtant, la France, on peut dire que vous l'avez choisie. Vous êtes né à Oujda au Maroc en 1943. Vos parents avaient fui un peu avant l'Espagne franquiste. Eh bien, qu'est-ce qui reste du Maroc et de cette jeunesse marocaine en vous, Maurice Lévy? Alors, ce qui reste du Maroc, c'est d'abord la position du roi Mohamed V, qui avait accueilli les Juifs et qui avait décidé qu'il les protégerait Pendant la guerre, hein. pendant la guerre. Et il les a protégés. Je veux dire qu'on ne peut pas en dire autant de beaucoup de nations et de gouvernements, et lui, il a été absolument magnifique. Surtout, bien entendu, quand on fait la comparaison avec l'Europe, hein. Oui, oui, évidemment. Donc, c'est d'abord cela qui reste, et c'est resté toujours. Alors, les souvenirs que j'ai du Maroc sont très très faibles, parce que j'étais petit, après j'y suis retourné, j'ai grandi un petit peu plus, mais j'ai surtout des souvenirs de communautés qui étaient un peu juxtaposées. Euh, et en dehors de quelques moments un peu difficiles, et en particulier en 48, j'avais 6 ans à l'époque, Donc, création de l'État d'Israël, hein. l'État d'Israël absolument, et il y avait eu quelques émeutes où la population s'était attaquée aux Juifs. J'ai le souvenir de communautés qui vivaient bien à côté, pas tout à fait ensemble, mais assez proches, et dans une certaine harmonie. Voilà un peu. Et puis c'est un pays de cocagne. J'y suis retourné plusieurs fois et j'ai des souvenirs très émus de ce pays, qui est un pays très chaleureux et très hospitalier. Et alors, né à Oujda, Oujda c'est la frontière algérienne, vous êtes allé aussi du côté algérien, du côté de Oui, je l'Algérie. suis allé du côté algérien, d'abord parce que j'y avais Tlemcen, Marnia. un peu de famille, mais surtout parce que, là encore, j'étais tout petit, il y avait eu la Iloula. Et j'ai jamais très bien su ce qu'était la Iloula. Ce que je sais, c'est que... Un pèlerinage sur la tombe d'un rabbin Exactement. de cette région. Et il y avait je me souviens comme si c'était hier, une espèce de fête au cimetière, et ce paradoxe de la joie qui pouvait être et habiter tous les gens qui étaient là présents, c'était pas des feux de camp, mais ça Au milieu des ressemblait. tombes, quoi, hein. Et on était au cimetière. Pour moi, c'est resté une image étonnante. Et il y avait beaucoup de gens qui priaient avec beaucoup de ferveur. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai de Tlemcen. Et vous êtes attaché à vos origines, Maurice Lévy? Si on parle de mes origines marocaines, peu. C'est un accident de la route, en quelque sorte. Un accident de l'exil, hein. Oui, puisque je suis le premier né au Maroc, Oui, vos de parents. ma famille. Si on parle de mes origines juives, ou judéo-espagnoles, profondément attachées. Elles représentent beaucoup pour moi. C'est quoi être juif pour Maurice Lévy, pour vous? C'est appartenir au peuple du livre, c'est respecter un certain nombre
de moments qui rythment la vie. C'est se sentir responsable, pas coupable, vraiment responsable d'un héritage, un héritage culturel que l'on a mission de transférer et de transmettre. Ce sont des moments de tradition, ce sont des fêtes, c'est aussi des moments de communion. C'est une famille. Et j'ai l'impression d'appartenir à une famille et d'être un des maillons de cette famille. Je ne suis pas un grand pratiquant. Je suis ce qu'on appelle un juif de Kippour et de Pessah. Je ne suis donc pas un grand pratiquant, mais j'aime bien cet héritage que j'ai reçu et je fais de mon mieux pour le transmettre. Alors, parmi l'héritage que vous avez reçu, il y a l'héritage de vos parents, Maurice Lévy. Et j'ai lu quelque part, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que vos parents, votre père, votre mère, vous disaient, vous aviez 6 ans à l'époque, il vaut mieux être numéro 1 que numéro 2. Oui, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais c'est à peu près ça. Ouais. Un jour, j'étais revenu avec un classement et j'étais deuxième et j'étais inscrit au tableau d'honneur. Donc je cours, quand mon père est arrivé, je lui dis je suis deuxième et j'ai le tableau d'honneur et il me répond il y a un premier et un prix d'excellence. Voilà. Et après vous êtes devenu premier. Bon. Et c'est vrai que votre père était professeur de philosophie. Oui. Hein? Oui, et donc c'était comme ça. Hein, il fallait travailler. Les notions de travail scolaire étaient des notions importantes, et ça a fait partie des choses qui ont marqué mon enfance. Ont marqué votre enfance et votre vie, hein. Parce que quelque part pour vous, Maurice Lévy, l'ascenseur social a fonctionné. Alors vous avez été diplômé en informatique et en organisation de l'université du New Jersey, c'était en 1965, grâce à une bourse d'études gagnée dans un concours organisé par les chaussures Bata. Hein, les chaussures Bata, recruté l'année suivante au service informatique de l'agence de publicité Synergie, et puis votre destin est lié depuis à Publicis. Vous y rentrez en 1971, vous aviez 29 ans comme responsable de l'informatique. Alors, qu'est-ce que représentait Publicis à l'époque pour vous, et qu'est-ce que ça représente toujours aujourd'hui? Publicis à l'époque, pour tous ceux qui travaillaient dans la publicité, dans les médias, c'était quelque chose de magique. C'était l'image la plus brillante de la publicité. Marcel Bestel-Blanchet était considéré comme le pape de la publicité, Publicis la Mecque. C'était le lieu de création le plus brillant de Paris. Donc c'était un rêve pour vous? C'était la modernité avec le drugstore. Je ne rêvais même pas d'aller à Publicis. Il se trouve que c'est le hasard qui m'a appelé à Publicis. Je suis entré à Publicis en répondant à l'appel de Publicis. Je n'avais même pas déposé une demande ni quoi que ce soit. Et on m'avait proposé de rejoindre l'entreprise pour y diriger l'informatique. Et j'avais effectivement 29 ans. Alors, Publicis, comme vous l'avez dit, incarné à l'époque par un patron, par Marcel Bestel-Blanchet, donc qui a inventé la pub moderne en France. Votre première rencontre avec Marcel Bestel-Blanchet, je suis sûr que vous vous en souvenez. Comme si c'était hier. Hein, oui, c'était le 2 mars 1971. 2 mars 1971. Oui, je me rappelle très très bien. Donc ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que je suis à Publicis. Celui qui m'avait recruté, un monsieur qui s'appelait Claude Neuschwander, qui était le numéro 2 de la maison à cette époque-là, m'avait dit, écoutez, il faut que vous voyiez le président, il n'y en a pas pour longtemps. Et puis, Marcel Bestel-Blanchet m'accueille autour d'une table de bridge, dans un bureau absolument somptueux, avec des meubles exceptionnels, des tableaux extraordinaires au mur, une batterie de téléphone, ce qu'on croirait à la NASA ou à l'époque chez Kennedy. Ou en 2021. Hein. Ou en 2000... Non, mais en 2021, on a un petit téléphone et ça suffit. Oui. Et donc, il y avait toute ça, et la vue sur l'Arc de Triomphe. C'était donc très impressionnant. Il y avait de la moquette jusqu'au menton.
donc j'étais très intimidé. Il me demande un peu ce que j'avais fait, je bafouille quelque chose, j'avais vraiment du mal à m'exprimer. Et puis, il a commencé à me raconter sa vie, son œuvre, ce qu'il a fait, etc. Et il m'a posé non plus des questions sur moi, mais sur l'informatique. À ce moment-là, je suis parti comme en 40 et avec beaucoup de passion. Je lui ai expliqué un peu ce qu'était mon métier, comment ça se passait. Et là, je me suis complètement libéré. Alors, vous êtes complètement libéré, et j'ai lu que, à l'époque, donc on est en mars 1971, il y a 50 ans, hein, l'informatique, c'était zéro à l'époque. C'était des gros les balbutiements. C'était d'énormes ordinateurs dans des salles qui étaient climatisées, avec des faux planchers, et des câbles partout. C'était de la science-fiction, hein. Ah oui, c'est Odyssée 2001 de l'espace. Voilà. Et alors, à l'époque, Maurice Lévy, vous allez nous le préciser, vous lui dites, dans l'avenir, les ordinateurs, on pourra les acheter dans les supermarchés et on pourra les utiliser pour commander une pizza. Vous dites ça en 1971. Vous êtes un visionnaire. Je lui avais dit effectivement que... parce qu'il m'avait demandé ce que c'était, alors j'explique l'ordinateur, mais je lui dis, mais c'est comme ça maintenant, mais dans quelques années, on en vendra au drugstore, on en vendra dans les supermarchés. Il m'a regardé en me disant que j'étais un peu dingue. Et je lui ai dit, d'ailleurs, on pourra même... parce qu'ils seront connectés et on pourra même commander les objets dont on aura besoin. Je n'avais pas pensé à la pizza à l'époque, mais... on pourra faire ses courses, quoi. On pourra faire ses courses. C'est Internet, quoi. Hein, voilà. On pourra faire ses courses depuis sa maison et on nous livrera à domicile. Et comment vous aviez eu cette idée? Parce qu'à l'époque, personne ne l'avait. Ben, je ne sais pas, c'est parti comme ça. Vous savez, les idées, c'est pas très compliqué. Vous prenez un problème, quel qu'il soit, ou vous prenez une innovation, et vous essayez de tirer le fil. Vous prenez la pelote, vous tirez le fil, et puis vous découvrez que, finalement, en dévidant la pelote, vous voyez des étapes, et c'est assez simple. Et en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Enfin, et encore maintenant, quand sur Publicis, combien de fois j'ai eu... ce que certains appellent des visions, ce que moi j'appelle tout simplement de la réflexion, qui a permis effectivement de fabriquer ce groupe mondial. Et on va en parler du groupe mondial, mais alors, qu'est-ce que vous a appris Blossane-Blanchet? Qu'avez-vous appris de cette collaboration de plus de 30 ans avec lui? Et puis autour de lui, il y avait aussi Elisabeth et Robert Badinter qui ont joué un rôle. Alors, consécutivement, ouais. Parce que Elisabeth et Robert Badinter ne se sont jamais mêlés de Publicis. Mais c'était des relations amicales, quoi. Ah oui, c'était des relations, bien sûr. Et Robert est toujours resté en retrait. C'est un homme d'une rigueur exceptionnelle et il n'a jamais voulu mélanger les choses. Donc, commençons par Marcel Blossane-Blanchet. C'est un homme... c'était un homme d'enthousiasme, qui adorait les idées, qui adorait prendre des risques. Il m'a appris l'audace, il m'a appris à oser. Ça, je dois dire que c'est probablement la chose la plus importante qu'il m'a apprise. Il m'a appris aussi la pub dans toute son exigence. C'est-à-dire que j'avais fait de la pub avant, quand j'étais à Synergie, et j'avais travaillé sur des campagnes, on avait gagné des budgets, et j'étais un peu capable de faire à peu près tout, un homme orchestre au sein de cette agence. Mais avec Marcel Blossane-Blanchet, j'ai passé des étapes formidables. Il m'a appris aussi des choses de plein de bon sens sur l'éthique, la rigueur, des choses qui étaient essentielles pour lui. Il avait cette expression qui était mittornisch en yiddish, ça ne se fait pas. Maurice, il y a des choses qui ne se font pas. Et il était très jaloux de ce qui ne se faisait pas. L'éthique était un élément essentiel chez lui. Notamment dans sa vie professionnelle. D'ailleurs, vous citez cette phrase en yiddish. Comment ça se passait entre l'Ashkénaze, Blossane-Blanchet, et le séfarade, Maurice Lévy? Bah oui. Parce que c'est pas pareil, hein. Ah non, c'est pas pareil. Et surtout à l'époque, d'ailleurs. Hein. C'est pas pareil, mais il y a quelqu'un qui m'avait traité à une époque, c'est un de mes très bons amis, et de séfarade jansénite.
et il dit que je représentais une caricature jansénite du séfarade, puisque je, ne- je suis quelqu'un d'assez chaleureux, mais dans les relations, je mets de la distance, je ne suis pas... je n'exprime pas ma chaleur avec cet enthousiasme méditerranéen que l'on connaît. J'ai plutôt de la passion que cette chaleur, et puis j'ai toujours de la réserve, je suis toujours un peu en retrait. Donc il y avait cette dimension qui finalement faisait qu'il ne savait pas trop. Et puis il y avait toujours une préservation de mon petit univers, mon univers familial et mes traditions. C'était quelque chose de très privé que j'ai toujours préservé. Et d'ailleurs, c'est très amusant puisqu'on parle de cet aspect-là. Je suis depuis 1960 et quelques à Chasse-Loup-le-Bain. Et depuis cette époque, je vais à l'oratoire séfarade pour Kippour. Qui est en sous-sol? Non, qui est la petite salle. Ouais. Alors qu'il y a la grande synagogue, et je n'ai jamais dévié depuis cette époque. Et à chaque fois, on me dit, mais monsieur Lévy, vous voulez pas? Non, je suis très bien là. Et je suis très bien là avec... donc, c'est quelque chose de privé que je préserve. Donc, avec Marcel Bleustein-Blanchet, on avait une très grande complicité, beaucoup d'affection. Il était très exigeant. Alors, c'était un très grand patron, extrêmement exigeant. C'est pas quelqu'un qui... c'est d'ailleurs pour ça qu'il a si bien réussi. Je veux dire que c'est très impressionnant, ce qu'il a réalisé. Mais c'est cette... et volonté de perfection, il adorait le brio et il adorait les choses qui en jetaient tellement c'était fort. Ça veut dire s'entourer par des gens brillants aussi. Alors, quand vous rentrez chez Publicis, vous prenez l'initiative d'archiver l'essentiel des données de l'entreprise sur bande magnétique. C'est informatiser la boîte. Ce qui permet à Publicis de se remettre en 8 jours, c'est bien ça, en 8 jours, de cet incendie dévastateur survenu le 28 septembre 1972. Et alors, depuis, on dit... Maurice Lévy, il a sauvé Publicis. Ah, c'est l'informatique qui a sauvé Publicis. Oui, mais bon, c'est vrai. C'est vous qui avez eu cette idée. Oui, ça c'est vrai. Je ne sais pas si à l'époque ça se faisait vraiment. Je crois pas. Il y avait peu. J'avais été recruté pour ça. J'avais fait cela à Synergie. Publicis, c'était encore une boîte, alors curieusement, alors qu'il y avait toute cette modernité, toute cette créativité, toute cette audace dans beaucoup de domaines. Publicis, sur le plan de l'informatique, on était encore aux cartes perforées. Donc, c'est tout à fait autre chose. Et l'homme qui m'a recruté, Claude Chevander, m'avait dit, il faut transformer et mettre tout ça sur ordinateur à bande magnétique. Et effectivement, on l'avait mis sur des disques, des bandes magnétiques. Et heureusement, sans cela, Publicis ne serait jamais reparti. Et alors, c'est Marcel Bleustein-Blanchet qui vous dit un peu plus tard, jeune homme, un jour, vous dirigez cette maison. Est-ce que vous y avez cru? Alors, premièrement, il a effectivement dit cela, mais pas cette date-là. Un peu plus tard, non? Beaucoup plus tôt. Ah bon? Le premier jour. Le premier jour. Premier entretien, il a conclu, premier entretien que nous avons eu le 2 mars 1971, et j'en ai la preuve, il a conclu en se levant de cette petite table où il était installé, calé dans un magnifique fauteuil. Il est allé chercher un livre qui était sorti il y a quelques mois, qui s'appelait La rage de convaincre, et il me l'avait dédicacé. Et en ajoutant à Maurice Lévy qui m'a convaincu. Et il m'a dit, en me donnant le livre, jeune homme, un jour vous dirigerez cette maison. Vous y avez cru à l'époque? Alors moi, je suis parti sur un petit nuage. 29 ans quand même, 29 ans. J'avais 29 ans, je suis parti sur un petit nuage, je suis arrivé à la maison, et j'ai dit à ma femme, tu vois, j'ai bien fait, voilà, et j'ai vu Marcel Bleustein, je racontais toute l'histoire, voilà, et puis j'ai dit, voilà ce qu'il m'a dit. Elle m'a dit, il doit le dire à tout le monde, hein. allez, hein, on rentre à la maison, hein, on se calme. Et effectivement, je me suis calmé, j'y ai plus pensé, et je n'ai jamais pensé à cela. Et alors, en tout cas, vous avez gravi tous les échelons de l'entreprise de Publicis. Et en 88, Marcel Bleustein-Blanchet vous nomme président du directoire de Publicis. Et lui devient à l'époque
président du conseil de surveillance. C'est la fonction que vous occupez aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que vous dites ce jour-là, si nous voulons exister dans l'avenir, il faut que nous soyons mondiaux? Oui, c'est en 87 très exactement 87. que je le lui ai dit. Nous avions passé un week-end ensemble aux Issambres, chez lui, à Sainte-Maxime. Il m'avait invité avec mon épouse et il voulait briefer ma femme et me dire un peu ce qui allait se passer. Ouais. Donc on a passé 4 jours et pendant lesquels il était en train de nous dire ce qu'allait être la vie d'après, et il voulait aussi savoir ce que je ferais. Et moi je lui ai dit, écoutez, c'est pas très compliqué, on a besoin de devenir mondial. Mhm. Et parce qu'on n'est pas aux États-Unis, on n'était pas, on avait à peine une toute petite présence, on n'était pas en Asie, pas en Amérique latine, et beaucoup de pays où on était absent. Je lui ai dit, il faudra qu'on y aille et qu'on fasse tout ça. Et il avait réagi Il a tilté là, ou pas? Ouais. avec un peu de scepticisme. Ouais. Mais surtout un peu après, il m'a dit non, Boris, on n'a rien à apporter aux Américains, on n'a rien à apporter aux Chinois. Est-ce que vous parlez chinois? Donc, et puis après, il m'a dit, écoutez, vous ferez ça plus tard. Et vous ferez ça quand je ne serai pas là. Et donc, vous l'avez fait. Comment on s'impose? On peut s'imposer à l'échelle mondiale dans le domaine de la publicité en restant attaché à l'origine française de Publicis. Alors là, 3 petites choses. Premièrement, on ne l'aurait jamais fait sans l'extraordinaire support d'Elisabeth Badinter, qui a été une présidente du Conseil absolument exceptionnelle et qui a toujours placé les intérêts de l'entreprise avant ceux, avant les siens et ceux de sa famille. Donc, elle a toujours considéré qu'elle était dépositaire d'un héritage qu'elle devait faire fructifier pour le bien de l'entreprise et de toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est difficile d'être international quand on est français, quand on est les derniers de la classe au plan international, parce que les Français n'étaient pas considérés comme des experts en marketing, et ceci sans se renier. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'était dire, nous sommes Français et nous voulons devenir mondiaux. Et on y est arrivé pour une raison très simple, c'est qu'il y avait déjà cette notion d'exception culturelle qui flottait, qui existait concernant la France. Et j'étais parti d'une idée toute bête, c'est que si nous étions attachés à notre exception culturelle, il n'y avait pas de raison que les autres pays ne soient pas attachés à leur exception culturelle. Les autres aussi, donc il fallait aller de leur côté, quoi. Exactement. Et il fallait aller vers eux. Et c'est là où on a construit une démarche qui était celle de la différence. Avec Viva la différence, et en disant, nous sommes là pour vous apporter la différence et pour respecter votre différence. En cela, on est complètement dans les gènes et le code génétique de Publicis, qui est un code de profond respect pour les hommes, les femmes et pour les entreprises, les marques, le consommateur, un respect, mais alors presque excessif vis-à-vis du consommateur. Alors, ce qui vous a fait devenir l'une des plus grandes, importantes personnalités mondiales en matière de communication de publicité, Publicis, 3e groupe au niveau mondial de publicité. Vous y avez rêvé un jour à ça? Vous y croyez? Ou c'est venu comme ça? Vous avez fabriqué ça au fil du temps? En vérité, il faut séparer la stratégie du rêve. Alors, le rêve, oui. J'y rêvais. Je suis inspiré en quelque sorte par Shimon Peres, qui disait « There is no room for small dreams ». Un visionnaire, Shimon Peres. Bien sûr, un visionnaire exceptionnel. Et donc, il n'y a pas de place pour les petits rêves. Il faut rêver grand. Et donc, rêver, c'est une chose. Maintenant, atteindre l'objectif, c'est autre chose. Et j'ai toujours pensé que le monde allait vers la consolidation
et soit on serait un consolidateur, soit on serait un consolidé. C'est ça la C'est-à-dire, mondialisation. Hein. Voilà. Soit on est racheté par les autres, Soit on rachète. soit on rachète. Et si on ne veut pas être racheté par les autres, on n'avait pas d'autre choix que de se développer plus vite, d'être beaucoup plus agressif sur notre croissance et d'être extrêmement sourcilieux sur les marges. Parce que c'est les marges qui nous donnent les moyens de nous développer. Et donc ça a été un élément absolument crucial dans cette stratégie et elle nous a bien servi. Alors, il y a dans une vie professionnelle, une vie personnelle aussi, les réussites, les échecs et les épreuves de la vie. On a parlé il y a quelques minutes de cet incendie au siège de Publicis en 1972. Et puis il y avait aussi le 15 septembre 1974, cet attentat au drugstore Publicis de Saint-Germain-des-Prés, dont le terroriste Carlos sera reconnu coupable et condamné à perpétuité. Il est toujours en prison en France. Comment on vit une telle épreuve, Maurice Lévy, quand on est dans cette entreprise? Parce qu'il faut préciser d'ailleurs une chose. C'est un attentat, peut-être l'un des premiers attentats qui a mêlé antisémitisme et antisionisme. Alors, sur l'antisémitisme, on ne sait pas trop, mais c'était effectivement un attentat terroriste et antisioniste, ça c'est sûr. Et Carlos n'a jamais, et la revendication n'a jamais été la dimension antisémite, mais la dimension antisioniste, oui. Il a visé quand même une entreprise dirigée par un juif. Hein. Évidemment. Ouais. Évidemment. D'abord, c'est très douloureux, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu 2 morts. Hein. Oui, et ça, c'est quelque chose de très violent. Marcel Boussaint-Blanchet l'a très mal vécu. Et toute l'équipe de Publicis l'a très mal vécu. Et les gens de Drugstore ont été traumatisés. Je veux dire que c'est violent, c'est quelque chose de terrible. Vous êtes là, vous êtes en train de faire vos courses, et puis il y a quelqu'un qui dépose une bombe, et boum, il y a des gens qui meurent. Tout ça au nom d'un idéal étrange et uniquement avec le souci de faire du mal. Donc on l'a très très mal vécu, mais comme toujours, et ça a été la force de Marcel Boussaint-Blanchet, c'est de faire face. Et depuis, ça fait partie du code génétique de Publicis. On a fait face à toutes les difficultés, on a fait face à toutes les épreuves, on les a toutes surmontées, et on a cela qui est vraiment une partie de notre code génétique, de notre ADN. On fait face, on surmonte, et au bout du compte, on gagne. On gagne. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui précède, mais je crois que vous avez accroché dans votre bureau, j'ai vu la photo, cette photo historique montrant David Ben Gourion prononcer le discours de déclaration d'indépendance de l'État d'Israël du 14 mai 1948. Pourquoi cette photo, Maurice Lévy ? Une photo historique. Oui, c'est une photo historique. Et pourquoi je l'installe dans mon bureau ? Tout simplement parce qu'elle m'avait été offerte par Shimon Peres. Elle est signée au dos par Shimon Peres avec une dédicace pour moi. Et je voulais la garder sous mes yeux et la voir constamment là. Et c'est aussi me rappeler, quelque part, même si je sépare bien ma condition de juif de ma condition de manager. Je veux dire qu'à aucun moment, je n'ai jamais pris la moindre décision à Publicis qui aurait été biaisée par quelque phénomène que ce soit, autre que la qualité et la compétence ou la bonne gestion. C'est-à-dire que je n'ai jamais pris une décision en disant il est juif, il faut le préserver, il est black, il faut le promouvoir. Non, j'ai toujours considéré que c'est... L'efficacité, le professionnalisme. Voilà, le professionnalisme. Et il y a beaucoup de femmes à Publicis et elles n'ont jamais été promues parce qu'elles étaient femmes, elles ont été promues parce qu'elles étaient de très grandes collaboratrices et de formidables femmes dans toutes leurs dimensions. Et c'est la même chose pour tous les autres. Donc, mais le parcours de l'État d'Israël, ce petit bonhomme, parce qu'il était tout petit. Comme Publicis au départ. Hein. Comme Publicis au départ. Comme l'État d'Israël au départ. Comme beaucoup de choses au départ. Et ce qui en a été fait, c'est pour moi un rappel permanent et de ce qu'a souffert le peuple juif, parce que la naissance de l'État d'Israël est aussi une des conséquences de la Shoah, et c'est aussi le parcours exceptionnel de ce pays, à la force du poignet, à la volonté et à l'intelligence. Et vous êtes un homme de paix,
Maurice Lévy. Ah, absolument. Vous êtes pour la paix et vous avez d'ailleurs pris l'initiative de réunir des communicants israéliens et palestiniens pour tenter de faire avancer la paix. D'abord, pourquoi avez-vous pris cette initiative? Est-ce qu'elle a fait avancer la paix? Est-ce que vous croyez aujourd'hui à la paix, à cette paix israélo-palestinienne, et à quelles conditions? Alors, je crois aux deux États. Et effectivement, au début des années 2000, j'avais commencé avec un petit groupe d'Israéliens et un petit groupe de Palestiniens à travailler sur un projet qui était la campagne pour la paix. Et je m'étais dit assez naïvement que si on réussissait à se mettre d'accord sur les mots, on réussirait par la suite à se mettre d'accord sur la notion même de paix. C'est justement une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a un rapport entre la publicité, la communication et la paix? Ah oui, on va y venir après. Et donc, on est 4 ou 5 de chaque côté. On a terminé à plus de 50 de chaque côté. On est arrivé avec une campagne extraordinaire, utilisant d'ailleurs la musique de John Lennon, pour laquelle son épouse nous avait donné les droits gratuitement. On a présenté tout cela à... du côté de la mer Morte, côté jordanien, à côté d'Amman, sur la mer Morte, et devant le roi Abdallah, devant je ne sais combien de ministres, le premier ministre d'Égypte, les émirs, Laura Bush était là, il y avait une pléthore de Palestiniens, de gens des Émirats, etc., de grands dirigeants arabes, et on a présenté le film, et j'ai demandé aux Israéliens, aux Palestiniens de se lever. Et à ce moment-là, je peux vous dire, il y avait un silence extraordinaire dans la salle, un tonnerre d'applaudissements ensuite, et tout le monde avait la chair de poule. Et Ehud Olmert était là, présent, avec 5 ou 6 ministres. Donc il était Premier ministre à l'époque. Il était Premier ministre à l'époque. Il y avait Mahmoud Abbas et un certain nombre de Premiers ministres. Tout le monde était d'accord pour qu'on avance. Mais pourtant... Et ça s'est fracassé sur l'élection du Hamas à Gaza. Et à ce moment-là, ça s'est terminé, l'affaire en queue de poisson. Alors vous Cela dit, je crois toujours à la paix. Et vous avez envie de paix. Je continue à travailler autant que je peux. Et c'est la raison pour laquelle je participe au Perez Center for Peace and Innovation. Et j'essaye d'aider à ce qu'il y ait un rapprochement. Alors c'est vrai aussi que Netanyahou n'a pas aidé, puisqu'il n'a pas cru à la politique de 2 États. Mais cela dit, sur le plan diplomatique, il a fait avancer la chose. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais là-dessus, la paix avec les Émirats, le Soudan, le Maroc, ce sont des choses extrêmement importantes et qui devraient permettre de faire progresser la cause de la paix dans la région. Alors on revient à Publicis, à votre parcours, Maurice Lévy. Vous avez nommé votre successeur Arthur Sadoun, c'était en 2017. Est-ce que pour vous c'est important la transmission? Je parle aussi bien de la transmission du père que vous êtes en direction de vos enfants et de la transmission en direction des autres, de l'autre. Et au niveau aussi, bien entendu, on est de passage sur Terre. Ouais. Hein, s'il y a une chose dont on peut être certain, et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on peut rêver, même les académiciens rêvent d'être immortels, ils le sont de manière conceptuelle, mais dans la réalité, ils ne le sont pas. Donc on sait très bien qu'on n'est que de passage, et on sait très bien qu'on retournera poussière. Et donc à partir de là, tant qu'à faire, autant bien se conduire dans cette terre et transmettre. La transmission d'abord des valeurs, de la famille, veiller à ce que mes enfants, mes petits-enfants puissent comprendre les valeurs qui m'ont animé. Ensuite, ils en feront ce qu'ils voudront et transmettre. Et en ce qui concerne la maison, je ne suis qu'un locataire. Dans cette maison, j'ai beau à la transformer, à la revitaliser, la dynamiser, la construire dans cette deuxième dimension. Marcel Bleustein-Blanchet a créé
a construit le premier et le deuxième étage de la fusée. Moi, j'ai construit le troisième et les satellites. Et il faut que je transmette. Et vous avez fait avec Arthur Sadoun, quelque part, hein, Oui. ce que Marcel Bloch-Steinbrancher a fait avec vous. Absolument. Enfin, j'ai essayé. Mais Arthur Sadoun est quelqu'un de très brillant. Quand il nous a rejoints, il était déjà à un poste ailleurs qui lui donnait de très grandes responsabilités. Donc, il est entré à un poste très important à Publicis, puisqu'il était président de Publicis Conseil. L'activité de base de Publicis, celle par laquelle Publicis est né, puisque c'est l'agence créée par Marcel Bloch-Steinbrancher. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de l'accompagner. Je ne suis qu'un locataire dans cette maison et j'essaye d'aider à ce qu'elle continue à vivre, à se développer, à croître et grandir. Un locateur, peut-être aussi un incubateur. Ah, je vous vois venir. Hein, et parce que justement, Transmission, Maurice Lévy, vous avez lancé, c'était en décembre dernier, un incubateur, l'Escalator, destiné à de futurs entrepreneurs issus des quartiers défavorisés. Vous dites d'ailleurs, le périphérique ne doit pas être une frontière au talent. Hein. Et est-ce que cette initiative ne part pas aussi du constat que l'ascenseur social est en panne? Et qu'est-ce que vous avez voulu faire à partir de cet incubateur? Alors, c'est vrai que je suis parti de l'idée que l'ascenseur social était en panne. Et d'ailleurs, mon slogan, si j'ose dire, c'est « Si l'ascenseur social est en panne, qu'à cela ne tienne, prenez donc l'escalator ». Pourquoi? Parce que il y a des gens d'extraordinaire Non, parce que je vous entends qualité. dire, parce que l'escalator, il fonctionne toujours. Oui, alors ça, il y a... Pardon, sur ce plan-là, oui, Ouais. non seulement il fonctionne toujours, mais surtout, vous pouvez avancer à votre rythme. Voilà. L'ascenseur, il monte et il descend à son rythme. Et vous êtes porté. L'escalator, il vous porte, certes, mais vous pouvez aller plus vite, si vous avez envie. Et quand je suis parti de cette idée, je suis allé voir un certain nombre d'entreprises qui ont bien voulu m'accompagner. Alors on va les citer, hein. L'Oréal, en quelques-unes, Total, Orange, Microsoft, Google, Deco, LVMH, c'est énorme. Oui, et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres, BNP qui m'accompagne, et Facebook aussi. Donc, il y a beaucoup de belles entreprises. Alors, j'étais parti de l'idée qu'il y avait des talents et qu'il fallait les trouver. Mais c'était un concept. Je n'avais pas d'études de marché qui me garantissaient qu'il y avait cela. Quand on a lancé l'opération en décembre, on s'est donné jusqu'à fin janvier, et puis après on a pris quelques jours de plus pour que les gens déposent des dossiers. 450 dossiers, mais structurés, avec des informations détaillées, etc. Là-dessus, on en a sélectionné 50. Le jury s'est prononcé sur 50. On est arrivé à en sélectionner 20. Le jury a été présidé par Alain Conrard, qui est le président de Prodware, qui lui aussi m'a dit oui tout de suite. Et ils nous ont rejoints. Alors ça tombe bien. Vous avez la gentillesse de m'accueillir. Nous sommes, je ne sais pas quand ça va passer Nous à sommes l'antenne. à la mi-mai. Et il y a 2 jours, ça a été ouvert. Lundi dernier, ça a été ouvert. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Et Cédric O est venu hier, le ministre du numérique, est venu les voir. Il a été impressionné. On a depuis BTS ou maîtrise en faculté jusqu'à Normal Sup, avec des gens qui viennent des quartiers. Des gens qui viennent des quartiers. Et des gens absolument formidables. Moi, je suis épaté par la qualité de ces gens, et je suis sûr qu'il y a parmi ces gens des gagnants, et qu'on va on va épater tout le monde, parce qu'on va montrer que oui, il y a des rôles modèles dans les cités. Est-ce que c'est aussi une manière, peut-être, d'aider à sortir de la crise, cette crise que nous vivons depuis... Mais on devrait tous faire ça. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Pardon. Mais si chaque entreprise prenait soin d'une personne, mais on résoudrait une très grande partie du problème. Je ne parle pas des 40 du CAC 40, je parle aussi des petites, des moyennes entreprises, des toutes petites entreprises. Si chacun faisait l'effort
de prendre soin d'une, deux personnes, de les aider, de leur montrer ce que la société pourrait leur apporter, de faire en sorte qu'ils puissent avoir des cours, qu'ils puissent s'améliorer. Mais ce serait fantastique, cette société serait plus solidaire et elle permettrait à ce moment-là de régler un des problèmes, un des cancers de notre société, qui est le fait que ces gens sont enfermés. Et puis il y a aussi la discrimination. Hein. Mais oui. Ça, il faut le dire. Hein. Mais oui, mais bien sûr, c'est malheureusement évident, ça fait partie de ce que j'évoque. Quand je dis que le périphérique ne doit pas être une frontière, c'est ce à quoi je pense. Il ne faut pas non plus que les gens aient l'impression qu'il y a un ostracisme parce qu'ils sont musulmans, ou parce qu'ils sont blacks, ou parce qu'ils sont beurs. Et il ne faut pas. La France, c'est une diversité. Et d'ailleurs, par rapport à cet incubateur, pour la France, c'est viva la différence. Viva la différence. Mais bien sûr, la France aussi, viva la différence. Viva la diversité, viva la différence des opinions. C'est ça aussi. Et alors, quelque part aussi, c'est la culture Publicis. C'est qu'il y a eu la bourse de la vocation chez Publicis. Ça ressemble un peu à ça aussi. Ah, c'était vieux. Hein, oui, c'est Marcel Bleustein-Blanchet. Il a eu cette idée... alors qu'il avait été arrêté par les Espagnols, enfermé en prison, alors qu'il allait rejoindre le général de Gaulle. Pilote, hein. Oui, pour être pilote. Et il a été pilote, effectivement, et il a été un des résistants de la première heure. Et quand il était dans cette situation, il s'était promis de venir en aide à un jeune. En réalité, ce n'est pas un jeune, c'est des milliers de jeunes. Elisabeth Badinter continue la Fondation de la Vocation et c'est quelque chose d'absolument formidable et c'est une œuvre absolument spectaculaire. Alors, l'actualité, donc, c'est cette crise. La France, l'Europe par rapport aux États-Unis. Quels enseignements vous tirez de cette crise, Maurice Lévy ? Quels enseignements il faut en tirer ? Et puis par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Joe Biden a rattrapé en 100 jours le retard pris par Donald Trump dans le cadre de la bataille contre la pandémie. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'Europe ? Est-ce qu'il y a un décrochage de l'Europe ? Alors, en ce qui concerne la leçon, moi je vais en tirer une seule leçon. C'est l'extraordinaire adaptabilité de l'homme. L'homme est un animal absolument fantastique et quand il a fallu être confiné, il s'est habitué. Quand il a fallu travailler à distance, il s'est habitué. Quand il a fallu accepter le couvre-feu, il s'est habitué. Quand il a fallu porter un masque, il l'a fait. En râlant, en pestant, il l'a fait. Donc l'homme au sens générique du terme est un animal absolument fantastique et c'est ce qui doit nous inspirer et nous donner une confiance considérable dans l'avenir. En ce qui concerne maintenant la dimension économique, la manière dont l'Europe et la France ont réagi... Décrochage ou pas ? Il y a malheureusement une complexité de l'Europe qui fait qu'on est plus difficile à se mettre d'accord. Et c'est vrai qu'il y a un décrochage. J'espère qu'on saura le surmonter. Je trouve que Thierry Breton fait un boulot formidable. Donc le commissaire européen. Le commissaire européen. Je trouve que le président Macron est sur tous les fronts et on a beau le critiquer, nom d'un petit bonhomme, il y a un travail exceptionnel qui a été réalisé. Et moi, je suis très optimiste sur la France, même si ça va être difficile. Alors, il ne faut pas croire qu'on a surmonté les crises. Il y a beaucoup de raisons pour être inquiet et il y a quelques raisons pour être optimiste. Alors, je préfère les raisons qui me rendent optimiste. Et alors, dernière question, Maurice Lévy, vous êtes publicitaire, homme de communication. Qu'est-ce que pourrait être le slogan publicitaire de l'après-crise pour aider à réussir l'après-crise ? Alors, moi, je serais tenté de dire un truc tout bête, puisque c'est l'après-crise, et donc c'est la vie qui gagne. Et donc, à partir de là, j'ai envie de dire, la vie est la plus forte, aimez la vie. Aimez la vie. Aimez la vie. Ben, c'est sur ces mots qu'on se sépare, Maurice Lévy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aimez la vie, Maurice Lévy. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci de votre invitation. Merci beaucoup d'être venu.